Nous avons vu dans les cours précédents les trois premiers outils et techniques de la deuxième catégorie analyse des données. Pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, vous pouvez cliquer sur le lien qui va apparaître ou le lien dans la description de cette vidéo. Pour rappel, nous avons 132 outils et techniques mentionnés dans le PMBOK 6e édition qui resteront bien valables pour n'importe quelle nouvelle édition de PMBOK comme pour la 7e. En gros, ce sont des outils qui peuvent faciliter la gestion de vos projets au quotidien. Nous continuons aujourd'hui sur le quatrième outil de la même catégorie analyse de données qui est le coût de la qualité. Cette analyse fait partie du processus de planification du projet et contribue à définir les paramètres et les limites du projet. Voici un rappel rapide sur les 5 groupes de processus: l'initialisation, planification, l'exécution, surveillance et clôture. On a dit le coût de la qualité fait partie de la planification du projet. Cet outil intervient principalement dans le domaine de connaissance de gestion des coûts. Et pour rappeler aussi, voici les 10 domaines de connaissance. Et on a dit que l'analyse de coûts ou l'outil analyse des coûts fait partie du domaine de connaissance gestion des coûts. C'est quoi le coût de la qualité et pourquoi on l'utilise? Le coût de la qualité se réfère au coût associé à la mise en œuvre de mesures de qualité pour garantir que le produit ou le service du projet répond aux exigences spécifiées. Les entreprises, en général, investissent dans la prévention des erreurs car cela apporte des avantages tout au long de la vie du produit. Puisque les projets, comme vous savez, sont temporaires, les décisions sur le coût de la qualité pendant la vie d'un produit sont généralement prises par la direction du programme ou la gestion de portefeuille ou même le bureau de gestion de projet, le PMO. Quelles sont les composantes des coûts liés à la qualité? Il existe deux principales catégories, le coût de la conformité et celui de la non-conformité. Le coût de la conformité comprend les coûts de prévention et d'évaluation. Les coûts de prévention englobent les dépenses visant à éviter les défauts avant leur apparition, tels que la formation du personnel, l'établissement du processus de gestion de la qualité, la création des normes et de procédures et d'autres initiatives visant à prévenir les erreurs. Il est généralement plus économique d'investir dans la prévention des erreurs que de supporter les coûts de leur correction une fois qu'elles sont détectées par une inspection ou lors de l'utilisation par exemple. Examinons quelques exemples concrets de ces différents coûts. Pour la formation du personnel par exemple, c'est le fait d'engager des dépenses pour former le personnel impliqué dans le processus de fabrication en les instruisant sur les meilleures pratiques, les normes de la qualité et l'utilisation correcte des équipements. Pour le processus documentaire, c'est le fait d'investir dans la création, la gestion et la mise à jour des documents décrivant les procédures et les normes de fabrication. Ceci garantit une compréhension et une conformité optimale à toutes les étapes du processus. Les coûts liés aux équipements, c'est le fait d'acquérir des équipements par exemple de qualité, assurer un entretien régulier pour garantir leur bon fonctionnement. Un équipement bien entretenu contribue à la prévention des défauts. Délai approprié, allouer le temps nécessaire à chaque étape du processus de fabrication, un calendrier bien planifié réduit la pression sur les travailleurs, minimisant ainsi les risques d'erreurs causés par des délais trop courts. En investissant dans ces aspects, les entreprises cherchent à minimiser les erreurs dès le début du processus de fabrication, contribuant ainsi à réduire les coûts globaux en évitant des rectifications coûteuses ou des défauts qui pourraient survenir plus tard dans la chaîne de production. Passons maintenant aux coûts d'évaluation. Les coûts d'évaluation sont des dépenses engagées pour évaluer la qualité d'un produit cette fois, ou d'un service. Explorons chaque composant de manière détaillée. Prenons le premier, c'est les tests. Les tests consistent à soumettre un produit à différentes conditions pour mesurer ses performances, son bon fonctionnement ou sa conformité aux normes. Les coûts d'évaluation liés aux tests englobent les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la conception, à la réalisation et à l'analyse des tests. Pour les pertes liées à des tests destructifs, certains tests destructifs impliquent la destruction partielle ou totale d'un échantillon par exemple pour évaluer ses limites ou ses propriétés. Les coûts associés comprennent non seulement les ressources nécessaires à leur réalisation, mais aussi le coût du matériel ou de l'équipement détruit lors du processus. Les coûts des inspections consistent en des examens visuels ou des évaluations approfondies sur un produit ou un processus pour identifier les défauts potentiels.
Les coûts d'évaluation liés aux inspections englobent les ressources humaines et matérielles nécessaires à la planification, à la réalisation et à la documentation de ces inspections. En résumé, les coûts d'évaluation comprennent les dépenses liées aux activités d'évaluation de la qualité, que ce soit par le biais de tests descriptifs ou d'inspection. Ces coûts sont considérés comme indispensables pour garantir que le produit répond aux normes de la qualité établies et pour détecter toute défaillance potentielle avant qu'elle n'atteigne le client ou le marché. Passons maintenant à la deuxième catégorie qui est le coût de la non-conformité, qui englobe aussi les coûts des défauts internes et externes. Les coûts des défauts internes se réfèrent aux dépenses engagées en raison de défauts, d'erreurs ou de non-conformité détectées à l'intérieur de l'organisation avant que le produit n'atteigne le client final ou le marché. Explorons chaque élément de manière détaillée. Pour la reprise, les coûts de reprise englobent les dépenses nécessaires pour corriger les défauts ou les erreurs identifiées à l'intérieur de l'entreprise avant la livraison au client. Cela inclut la réparation de produits défectueux, la modification de processus de fabrication ou d'assemblage et d'autres actions visant à rectifier les problèmes. Pour les déchets, les coûts liés aux déchets sont associés aux produits ou composants défectueux qui doivent être éliminés en raison de leur non-conformité aux normes de qualité. Ces coûts englobent la perte de matières premières, de main-d'œuvre et d'autres ressources investies dans la production du produit défectueux. La réduction de ces coûts implique souvent l'amélioration des processus de fabrication pour minimiser les erreurs. En résumé, les coûts de défaut interne représente les dépenses nécessaires pour corriger les problèmes de qualité avant que le produit n'atteigne le client. Les reprises visent à remédier aux défauts, tandis que les coûts liés aux déchets résultent de la nécessité d'éliminer des produits non conformes. Minimiser ces coûts est crucial pour améliorer l'efficacité des processus et garantir la satisfaction du client. Quant aux coûts des défauts externes, sont les dépenses engagées en raison des défauts, d'erreurs ou de non-conformités constatées, mais cette fois-ci après que le produit a été livré au client ou mis sur le marché. C'est pour ça qu'on dit externe. Voici une explication pour chacun des éléments mentionnés. Pour la responsabilité, les coûts liés à la responsabilité résultent des réclamations, par exemple, et des poursuites légales éventuelles liées à des produits défectueux. L'entreprise peut devoir indemniser les clients pour tout préjudice ou dommage causé par un produit défectueux, entraînant des coûts juridiques, des indemnisations et des réparations d'image de marque. Les coûts liés au travail sous garantie englobent les dépenses associées à la réparation ou au remplacement, par exemple, de produits défectueux après leur vente. Lorsqu'un produit est sous garantie, l'entreprise, bien sûr, assume les coûts de main-d'œuvre, de pièces de recharge et d'autres frais nécessaires pour corriger les défauts signalés par les clients. Les coûts associés aux affaires perdues se produisent lorsque des clients insatisfaits décident de ne plus faire affaire avec l'entreprise en raison de produits défectueux. Cela peut entraîner la perte de revenus futurs, une réduction de la clientèle et des opportunités commerciales manquées. En résumé, les coûts des défauts externes sont ceux qui surviennent après que le produit a quitté l'entreprise. Ils incluent les responsabilités légales liées à des produits défectueux, les coûts de travail sous garantie pour la correction des défauts signalés par les clients et les pertes d'affaires dues à une réputation détériorée. Réduire ces coûts est crucial pour maintenir la satisfaction des clients, la réputation d'entreprise et la rentabilité à long terme. Nous avons un autre coût qui s'appelle le coût de la qualité optimale. C'est celui qui reflète un équilibre approprié entre, d'une part, l'investissement des coûts de prévention et d'évaluation et d'autre part, les coûts de défaut que cet investissement permet d'éviter. En d'autres termes, investir dans la qualité peut réduire les coûts globaux du projet en évitant les corrections coûteuses et les retards. Dans le cadre de la gestion des coûts de projet, il est important de trouver le juste milieu, le juste équilibre entre les coûts de prévention et d'évaluation en tenant compte des coûts de correction qui pourraient survenir si la qualité n'est pas correctement gérée. Il existe des modèles comme le modèle de diagramme SIPOC ou SIPOC qui permet de comprendre et d'estimer le coût de la qualité d'un processus. Le modèle SIPOC ou SIPOC est un outil visuel en gestion utilisé pour définir et comprendre les éléments clés d'une séquence d'activités. L'acronyme SIPOC englobe les fournisseurs, les suppliers, les entrées input,
les étapes ou les process, les sorties, les outputs et les clients et customers. Il offre une vue d'ensemble claire et structurée permettant aux équipes de projet de mieux appréhender la dynamique en jeu et de faciliter la gestion de la qualité. Les diagrammes de flux, parfois appelés flux opérationnels, représentent les différentes étapes d'une séquence d'activités. Ils sont essentiels pour améliorer les procédures, identifier les possibles défauts de qualité et déterminer les points propices pour les contrôles qualité. Reprenons les différents rôles, les fournisseurs, il s'agit des entités ou sources qui fournissent des éléments nécessaires pour démarrer, qu'elles soient internes ou externes à l'organisation. Les entrées ou les inputs, ces éléments incluent les matières premières, les informations ou les ressources essentielles au début. Fournis par les fournisseurs, ils servent de fondement à l'exécution ultérieure. Les séquences d'activités ou d'étapes ou les process, c'est le cheminement qui transforme les entités en résultats, en sorties, en output. Cette partie du modèle offre une vue détaillée du fonctionnement. Les résultats ou les outputs, ils représentent les produits ou les aboutissements générés à la fin, destinés aux clients du système. Les clients, les customers, les destinataires ultimes des résultats, qu'ils soient internes ou externes à l'organisation. Comment peut-on appliquer le modèle SIPOC? On commence par identifier les fournisseurs. On identifie toutes les entités ou sources, qu'elles soient internes ou externes à l'organisation, qui contribuent aux éléments nécessaires au démarrage du processus. Cela peut inclure des départements internes, des partenaires externes ou des fournisseurs de matières premières. Ensuite, on liste de manière détaillée les éléments spécifiques fournis par les fournisseurs identifiés en amont. Il peut s'agir d'informations, de matériaux, de compétences ou d'autres ressources nécessaires à l'initiation du processus. On enchaîne avec la documentation claire, c'est l'étape process. Cette étape consiste à décrire le cheminement suivi pour transformer les entrées en résultats, en sorties, en output ou produits. Ensuite, on dresse une liste des résultats ou des produits qui sont générés à la fin de l'exécution du processus. Cela peut inclure des produits physiques, des rapports, des services ou d'autres éléments produits par le processus. Et à la fin, on identifie les destinataires ultimes, les clients, notre client, qu'ils soient internes ou externes à l'organisation. Ces clients sont ceux qui bénéficient directement des résultats issus du processus. L'objectif, à la fin, c'est de créer une représentation visuelle simple et structurée du processus, mettant en lumière ces éléments clés. Le modèle SIPOC facilite la compréhension globale du processus et constitue une base vraiment solide pour la gestion de la qualité et l'amélioration continue. Prenons quelques exemples sur le modèle SIPOC. Par exemple, comme fournisseur, on va avoir les fournisseurs de produits, fournisseurs de services de paiement. Les inputs vont être les informations de commande, les détails du client ou les produits sélectionnés. Les processus ou l'étape process, c'est le traitement de la commande, la vérification des paiements et l'emballage. Les sorties qu'on va avoir peuvent être comme des produits emballés, des factures, la confirmation de commande. Et les clients, ce sont les clients qui ont passé la commande en ligne. Un autre exemple pour, par exemple, une agence de recrutement ou site d'emploi comme fournisseur. Les inputs vont être, dans ce cas-là, des CV des candidats, la description de poste. Et les processus vont être comme les tris de CV, les entretiens, la vérification des références. Et comme résultat ou output, on va avoir les candidats embauchés, les dossiers de recrutement. Et les clients vont être les départements qui ont besoin de nouveaux employés. Pour conclure, investir judicieusement dans la qualité peut réduire les coûts à long terme. Équilibrer les coûts de prévention et d'évaluation pour atteindre un coût de qualité optimal. Il est important de noter que ces coûts peuvent être regroupés, comme on avait déjà vu, en deux catégories majeures principales. Les coûts de conformité et les coûts de non-conformité. Les coûts de conformité englobent deux types de coûts, à savoir les coûts de prévention et les coûts d'évaluation. Les coûts de prévention visent à anticiper et à éviter les défauts contribuant ainsi à la fabrication ou à la fourniture de produits et de services de qualité. D'un autre côté, le coût de non-conformité englobe les coûts liés aux défaillances internes ou externes, soulignant l'importance de maintenir des normes de qualité élevées pour éviter
des répercussions financières négatives. En adoptant une approche équilibrée entre ces composantes, vous forgez une culture organisationnelle axée sur la qualité, capable de minimiser les coûts tout en offrant des produits et services exceptionnels. Dans le prochain cours, nous continuons sur les outils et techniques de la deuxième catégorie. Pour rappel, nous avons 27 outils et techniques et à ce jour, on n'a vu que 4. Nous continuons pour le prochain cours sur l'analyse coût-bénéfice. D'ici là, si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas à me contacter par mail ou laissez directement vos commentaires en dessous de la vidéo. Merci, à bientôt.